Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'actualité. Voici les titres de la rédaction. Que devient votre argent lorsque vous payez la facture de vos ordures? Il sert à financer une partie du traitement de vos détritus. C'est ce que les habitants de Poum ont découvert aujourd'hui dans le cadre de la Semaine des déchets, immersion au centre d'enfouissement et de stockage des déchets. Un an après, retour à Guareux-Hewakaya, cette tribu de Wailou, victime de l'éboulement meurtrier du 22 novembre 2016. Ce jour-là, 8 morts parmi les habitants. Quelles sont les zones à risque? Est-ce que les habitants y vivent encore? C'est ce que nous allons voir dans ce journal. Alice a un retard psychomoteur pour apprendre à vaincre ses peurs et à se contrôler. L'équithérapie est une solution. C'est la suite de notre feuilleton de la semaine. Mais avant de développer ces titres, le bateau qui alimente le carburant et les fret des îles partira dans 1 heure. La grève devant la compagnie maritime des îles est levée. Le protocole d'accord a été signé cet après-midi entre Solidarité NC et la direction de la compagnie. Le 13e mois, la mise en place des NO, les négociations annuelles obligatoires et la dotation du comité d'entreprise étaient les revendications du syndicat. Aux îles, justement, précisément à Marie, où les secousses ont été fortement ressenties hier soir encore. Aujourd'hui, le centre de secours et la mairie se sont rendus auprès de la population à Pénélo, district se trouvant en face de l'épicentre. Les habitants du littoral ont passé la nuit au plateau de la tribu du même nom. Écoutons le maire Pierre Ngayoni. Il y a des visites qui ont été organisées là où il y a eu des signalements par rapport à des bâtiments scolaires, mais aussi donc des églises, tout ça, qui ont connu quelques dégâts par rapport aux secousses que nous avons connues. Donc, on est en train de faire le point pour s'il y a besoin d'expertise, notamment sur certains bâtiments, s'il faut engager des travaux pour les écoles, pour voir si effectivement ça nécessite fermeture, mais ça va pas être le cas parce que c'est vraiment comment on appelle des dégâts mineurs, à l'exception d'une cantine, donc où ils ont dû aller manger ailleurs. Mais je pense que dans la semaine qui suit, on pourra donc de nouveau réutiliser la cantine. Donc globalement, donc à ce jour-là, à moment où je le parle, il n'y a pas de dégâts majeurs. 2 sismologues se rendront sur l'île de Négoné à la rencontre de la population. Elle pourra poser toutes les questions auprès de ces professionnels. Comment évacuer sa colère sans venir aux mains? Comment éviter la violence? Eh bien, par le dessin, c'est possible. L'atelier est basé sur le livre Naomi est en colère d'Oriane Dumortier, auteure et animatrice de cet atelier. Une rencontre à destination des enfants défavorisés de Moréa à Tahiti. Parmi eux, notre envoyé spécial, Océane Zobler. Il y a des jours où ça ne se passe pas comme on le voudrait. Où l'on veut manger encore et encore de la glace au coco. Oui. Ça fait comme une grosse boule dure et piquante dans son ventre, qui grossit et monte jusqu'à sa gorge. Ah non! Non d'une crotte de margouillard! Je veux de la glace au coco! Je veux pas me laver les dents! Cette petite fille, elle est très en colère. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, en fait, la petite fille? Oui, elle veut de la glace au coco. Et alors, comment ça s'appelle quand on veut quelque chose et qu'on ne nous le donne pas déjà? La frustration. Bon, j'aimerais que vous fermiez les yeux pendant 5 secondes, allez, 10 secondes. Que vous fermiez les yeux et que vous vous souveniez de la dernière fois où vous vous êtes mis en colère. Où est-ce qu'on ressentait la colère dans son corps? Est-ce que c'était dans les mains, comme des picotements dans les bras? Est-ce que c'était dans le ventre, comme Naomi? Alors comment on peut représenter la colère? La colère, on peut la représenter avec les sourcils qui froncent, avec des fois des positions de main, comme ça, ou bien comme ça. Moi, mon but inavoué après ces ateliers, je leur dis pas, c'est qu'ils aient le réflexe des seins quand ils ont une colère et qu'ils sont frustrés. C'est un des outils qu'on utilise pour les enfants, de leur dire bien montre-moi avec tes feutres et tes stylos à quel point tu es en colère. Ça leur permet de
de redescendre en pression, quoi, hein, parce que rien que le fait d'être entendu et qu'on nous donne la possibilité de nous exprimer, déjà rien que ça c'est soulageant quand on traverse une émotion qui est négative, en tout cas qui est dure à vivre. Les enfants prennent l'atelier au sérieux et dessinent leur colère. Certains ont même envie de la raconter. Il faisait des trucs que ça me faisait rire. Mais après, je fais la même chose sur lui. Après, il commençait à s'énerver. Donc après, on a commencé à se disputer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, on s'est frappé. Il a mis ses sous. C'est pas tombé le coca, il s'est sous, on l'a pas ramené. C'est pour ça, c'est énervé, c'est la machine. Ces jeunes de Mooréa ont pu venir grâce à un projet en partenariat avec le contrat de ville de Papeete. Une centaine d'enfants de différents quartiers prioritaires de l'île ont ainsi pu venir au Salon du Livre. Le cheval devient l'allié des thérapeutes et aujourd'hui nous suivons Alice, cette jeune fille pleine de vie, a un retard psychomoteur. Dans ce reportage, elle apprend à vaincre ses peurs, à se contrôler grâce au cheval et grâce à Benjamin Bernard, équithérapeute. C'est la suite de notre feuilleton consacré à l'équithérapie. Un reportage de Pierre Quatrefages et Gwen Déconi. Il est méchant, lui, Merlin. Tu penses qu'il est méchant, toi? Non. Il est gentil, ce petit Merlin, hein? Ça fait 2 ans que je travaille avec Alice et on travaille énormément sur la gestion de ses peurs. On est parti de la peur d'un papillon. Aujourd'hui, elle a encore parfois peur de la présence du cheval, de ses mouvements. Mais on avance, elle avance. Là, tu vois, il bloque un peu. Il faut que tu viennes le reprendre un peu plus près de la bouche pour le rassurer. Il a peur? Bah, il sait qu'on va le mettre dans la douche pour le panser. C'est pas son truc préféré. Mais tu vois, il te suit très très bien. Alors, tu le sens comment, ce Merlin? Je sens qu'il est bien. Qu'est-ce qui peut te dire qu'il est bien? Je peux dire qu'il est calme. Ouais. Qu'il se laisse faire. Ouais. Et qu'il regarde ce qui se passe. Le cœur-pied. Ouais, t'es de l'autre côté. Et mon cheval. C'est bien de mettre la main quand tu passes derrière. Super, Alice. N'oublie pas la sécurité, hein. Bien. Et donc, pour la première fois avec moi, je te laisse faire les sabots arrière toute seule. Oui. Eh ben, c'est parti, ma grande. Avec lui, continue. Il va plier la patte. Impulse vers le bas, voilà. Et il descend encore. Reste avec lui. Reste. Quand il a posé le fer, tu peux enlever ta main. Ça veut dire qu'il a accepté ta main jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, tu peux... Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On le félicite. C'est bien. Bravo, Alice. Oui, j'ai peur qu'il me marche dessus, en fait. Donc, voilà. C'est que ça que j'ai peur. Super, Alice. Et descends avec lui doucement. Et il va peut-être relever, mais tu relèves avec lui jusqu'au bout, Alice. Bravo, Alice. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien? Je sais pas, est-ce que tu trouves que c'est bien? Oui. Je suis très fier de toi, Oui. Alice. Tu fais les 4 sabots toute seule, Oui. je sers plus à rien, moi. Oui. Non. Bah alors je m'en vais. Allez, salut. Bravo, Alice. C'est bien d'apprendre aussi. De faire les choses seul. Et pas compter toujours sur Benjamin. Et voilà. Oh, Merlin, il est super bien, Merlin. Hein? Merlin, il est super bien. J'ai l'impression que pour le moment, Merlin est super bien avec toi. Si, tour de trop. Combien? 6. 6 tours de trop en pronostic. Attention, mesdames et messieurs. Le record sera-t-il battu par Alice aujourd'hui? Allez. C'est parti. Plus actif le trot, plus actif. Voilà, des jambes. Allez. Très bien. Vas-y, Ouais. Alice. Très bien contre la barrière. Allez. Il va rien faire de mal. Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? Ouais, quand je trotte, j'ai l'impression qu'il va aller au galop. Non, il est tout lent, là. Il est juste tout lent, là. Regarde, il est au petit trot, là. C'est du petit trot de feignasse, ça. Moi, je veux du trot actif. Un tour. Est-ce que tu veux t'arrêter ou continuer? Continue un peu. C'est parti, mon kiki. Et là, tes rênes, elles sont très bien, Alice. Bouge plus tes mains. Freine-le. Remonte les rênes. Eh, tu vois, quand t'as peur qu'il galope, il part au galop. T'as très bien géré, Alice. T'as très bien géré. Est-ce que t'as eu peur? Non. Ça t'a un peu surpris? Oui. Oui. C'était agréable, mine de rien. Oui. Les 2 foulées de galop. Bon, tu continueras avec Merlin Oui. et tu essaieras de faire 3 tours. Oui. Ça marche. Je te laisse l'attacher? Oui. Je prends plus court. Montre-moi. C'est très bien, Alice, de penser à prendre le cours.
Tu te souviens plus? Non. Alors regarde, on va refaire ensemble tout Ok. doucement. La Bien. première chose, c'est d'enrouler, c'était très bien. Oui. Après, qu'est-ce que tu as fait avec le bout de la longe là? Tu as fait une boucle. Oui. Et cette boucle, il faut que tu la passes En dessous. en dessous et la remonter dans la première boucle pour que ça bloque. Et maintenant, tu peux écarter les... Bravo. Et ça, c'est un super nœud d'attache. Oui. Et après, on peut faire la petite tresse. Allez, les épaules en arrière. Et on peut commencer la voltige, par exemple, Attends. en lâchant les mains et en les posant sur la tête. Sur ta tête à toi. Regarde loin devant toi. Marche-toi. Plus en arrière que ça. Voilà, encore, encore. Bravo. Maintenant, on peut aller toucher entre les oreilles du cheval. Très bien. Et tu souffles, Alice, et tu souffles. Et tu reviens à ta place. En arrière, comme ça. Lâche tout. Non, les mains, les mains. Les mains, allez, on lâche tout, on lâche tout, on regarde le ciel. On regarde le ciel encore. Non, t'es pas en arrière, t'es comme ça. Moi, je veux comme ça. Comme ça, on embrasse le ciel. Penche-toi en arrière. Allez, en arrière, les épaules. En arrière, encore, encore. Voilà, la tête, là-haut, là-haut. Non, les épaules restent en arrière. Allez, fais-moi confiance. Fais confiance à ton cheval. Tombé. Regarde. Oh, en arrière, les épaules. Encore. Voilà, la tête vers le ciel. Tu peux avoir cette position et être en sécurité, Alice. Là, t'es contracté comme ça sur le cheval. Regarde comment il me regarde. Lâche tout en arrière. Allez, lâche tout. Ok. Est-ce que t'as aimé? Oui. Est-ce que t'as fait du trot en voltige? Oui. Une fois. Ouais. Alors, Oui. c'est très bien, Oui, Alice. c'est bien. Allez, ramène ton booba à la barre d'attache. Je vous le disais en titre, que deviennent les habitants des tribus touchées un an après les éboulements de Wailou? Cette catastrophe qui a fait 8 morts à Gouareux et Wakaya, c'est le dossier de notre journal. Avant de prendre connaissance des zones à risque répertoriées par la direction de l'industrie des mines et de l'énergie en Nouvelle-Calédonie, un rapport remis à la mairie de Wailou. Retour sur ce fameux 22 novembre 2016. Que s'est-il passé? Vanessa Kédé. Il est 6 h du matin quand les tribus de Gouareux et Wakaya se réveillent en sursaut le 22 novembre 2016. Les montagnes surplombant les tribus s'effondrent en quelques minutes et ensevelissent des corps. J'ai dit hélicoptère, hélicoptère, courez, allez voir. Mais on n'entendait pas le bruit de l'éboulement parce qu'à cause de l'étole. Et quand je suis sortie pour mettre mon pied ici, j'ai vu la malle là. La malle, c'est la malle où maman elle rangeait ses affaires, les toffes, des coutumes, elle rangeait dedans. Et puis c'est de là que j'ai crié hey, éboulement, éboulement. On compte 6 blessés et 8 personnes disparues dont 3 enfants. Les routes sont coupées, plus d'eau ni d'électricité. Seul l'hélicoptère peut se rendre à la tribu de Wakaya. Les habitants entament les recherches. Ils sont rejoints par les agents de la mairie, la sécurité civile et les forces armées. 2 petites filles et 2 femmes sont retrouvées dans la matinée. Le lendemain, un 5e corps est retrouvé par les secours. Voilà, donc la difficulté avec ces chantiers, c'est qu'évidemment la boue s'est tassée, il y a énormément de gravats, on ne sait pas où ils sont. Et il faut sonder, creuser, ratisser, faire des allers, des retours. C'est très fatigant et on n'a aucune certitude de pouvoir les retrouver, mais on poursuit les recherches encore. On tente d'approvisionner la population en eau, tandis que des dons arrivent des 4 coins du pays. Quelques jours plus tard, les recherches sont interrompues. Une semaine après, la météo s'annonce pluvieuse. Le maire et la sécurité civile interviennent dans les tribus à risque pour leur dire de quitter les lieux et s'abriter. Donc là, on a ouvert l'internat de Wani pour que tous les enfants, les femmes et puis les hommes, puis les vieux aussi, on va déjà se mettre à l'abri à Wani. Le maire demande la déclaration d'état de catastrophe naturelle auprès du gouvernement et demande aussi à la DIMEC d'analyser la cause de ces éboulements. Le 15 juillet dernier, c'est-à-dire 8 mois après le drame, des experts venus de France essaient de retrouver les engins explosifs signalés dans une habitation effondrée à Gouareux. Après 3 jours de recherche infructueuses, les différents acteurs décident d'arrêter les recherches le 17 juillet. 2 jours plus tard, le corps d'une jeune femme de 26 ans est retrouvé par ses proches qui n'ont jamais cessé les recherches.
Il reste alors 2 corps ensevelis sous les débris. Le 15 août dernier, le corps d'un jeune homme de 34 ans est retrouvé. Demain, ça fera 1 an que le drame est survenu. Le corps de la petite fille de 7 ans du côté de Wakaya n'est toujours pas retrouvé. Le rapport de la DIMEC est parvenu il y a 2 mois. Je vous le disais, la DIMEC a remis un rapport à la mairie de Wailou il y a 2 mois, comme le disait Vanessa. Un rapport qui répertorie les zones dangereuses où des blocs et des coulées de boue sont à craindre sur le massif de Bel-Air, contigu au village de Wailou. Les zones en noir sont les aires de départ d'éboulement possible. Les zones en rouge sont des zones à risque, des lieux encore habités. Aujourd'hui, certains lieux sont restés tels qu'ils étaient après la catastrophe, comme si le temps s'était figé. Nous sommes allés à la rencontre de ces habitants. Anissa Toussi. Donc un exemple par rapport à la zone de Wakaya, la zone qui a été fortement impactée en novembre, c'est cette zone qui est située ici sur la carte. Donc on remarque qu'il y a des zones rouges, donc là où le risque est très élevé, le risque de glissement de terrain est très élevé. Ensuite il y a des zones jaunes où le risque est faible, et ensuite il y a des zones blanches où le risque est quasiment nul. Donc c'est à partir de là qu'on a pu positionner les gens sur des zones blanches ou sur des zones jaunes, afin de pouvoir reconstruire et afin de pouvoir réaménager les tribus. Cette carte est extraite de l'étude permettant de situer les différents niveaux de risque et les zones fortement ou faiblement exposées aux éboulements. Elle a été réalisée par la DIMEC et par le Bureau de recherche géologique et minière à la demande de la commune de Wailou suite à la catastrophe du 22 novembre 2016. Mais quelles sont réellement les causes de ces glissements de terrain meurtriers survenus dans les tribus de Goinru et Wakaya? Le fait principal, c'est vraiment le phénomène naturel, c'est la rencontre entre différents facteurs. Donc il y a eu le facteur bien évidemment pluie, il y a eu des précipitations extraordinaires le 22 et avant. Ensuite la géologie et la morphologie des montagnes. En plus de ça, le couvert végétal dans certains endroits qui était pas mal dégradé. Donc l'addition de différents facteurs ont fait que le phénomène a été d'une ampleur, on va dire, extraordinaire pour la zone. C'est ça qui ressort par rapport à l'analyse que la DIMEC et le BRGM ont effectuée sur la zone. Donc on remarque que sur certaines zones, la majorité des zones où les départs, les glissements de terrain sont partis, qu'il n'y avait pas d'activité minière. Donc c'est pour ça qu'on a constaté que l'exploitation minière, ça pouvait dans certains cas être un des facteurs aggravants et dans d'autres non. Donc on ne peut vraiment pas faire une généralité par rapport à ça. Direction la tribu de Goinru. Ici, le temps semble s'être arrêté. Il y a presque 1 an, lors de mon dernier passage, tout était quasiment à cette même place. Je rejoins Evelyne, l'une des sinistrées. Après les intempéries, sa famille et elle ont été relogées dans un lotissement près du village, mis à disposition par la mairie. Ces retours sur ces lieux sont rares, mais à chaque fois, c'est la même question. Quand est-ce que les travaux de réhabilitation débuteront? La machine, là, je travaillais combien? 2 jours. Voilà, tas de terre, là. Voilà, les autres tas de terre, là-bas. Mais, voilà, ils n'ont même pas dégagé là-haut, c'est resté. Je ne sais pas, on va dégager quand? Que ça soit propre, on s'en fout si on n'habite plus, mais que ça soit propre. Parce qu'on peut faire des petites cabanes en attendant. Quand c'est beau temps, on reste ici. Une fois quand c'est mauvais temps, on part. Mais non. Les travaux de réhabilitation ont été effectués en priorité sur les zones où les risques d'un nouvel incident sont faibles. Ici, le risque est toujours élevé. Là, pour le secteur de Goinru, l'urgence elle est moindre parce que c'est une zone rouge. C'est vraiment une zone où on ne peut plus rien construire. Et donc on réhabilitera le site en fonction des disponibilités. Donc des disponibilités en matériel bien sûr et des disponibilités financières surtout, parce qu'il n'y a rien qui se fait gratuitement. Donc il faut aussi bien se rendre à l'évidence que la mobilisation des outils et des équipes, ça coûte extrêmement cher. Donc c'est pour ça qu'on planifie, c'est pour ça qu'on priorise. On ne peut pas tout attaquer de front.
au vu de la faiblesse de nos budgets. Nous nous rendons par la suite à la tribu de Wakaya. Ici, les travaux de réhabilitation ont bien commencé. Donc c'est des travaux simples de gestion des eaux et de réhabilitation des matériaux. Donc on voit qu'on a refait le cours d'eau et on a raplani la zone. Donc ça nous laisse toujours avec une quantité de matériaux très importante. Néanmoins on essaye de redonner un aspect, on va dire, naturel au secteur. Ensuite ces zones-là, bien sûr, c'est des zones qui sont plus constructibles. Et c'est pour ça qu'on repositionne les gens dans des endroits un peu plus sécurisés, quoi. Donc, Pour les personnes qui habitent encore dans les zones rouges, un système d'alerte a été mis en place. Lorsqu'un danger menace ses habitants, ils doivent se déplacer vers des lieux d'hébergement prévus le temps de l'incident. Une autre solution, cette fois-ci permanente, leur est proposée. Ils peuvent choisir aussi de déménager vers des zones plus sécurisées nommées lotissements tribal, des endroits terrassés et viabilisés comme ici à la tribu de Medaouya. on a repositionné les gens qui étaient le plus vulnérables, le plus soumis aux intempéries, sur des zones plus sécurisées. Donc là on voit qu'il y a une machine qui réalise un terrassement pour permettre aux personnes qui habitaient en contrebas sur des zones inondables de se mettre à l'abri de l'inondation pour ces zones-là. Donc c'est un travaux, c'est sûr, qui arrive presque 1 an après la catastrophe, mais c'est le temps qu'il nous fallait pour évaluer les différents risques et pour positionner les gens sur des zones sécurisées. Une fois les terrassements réalisés, c'est aux sinistrés de construire leur habitation par leurs propres moyens. Le maire les invite à s'orienter vers des structures d'aide à l'habitation comme Théassoa. Direction l'extrême nord, 15 000 francs. C'est le forfait que paye annuellement un habitant de Poum pour que ces déchets soient traités par le SIVM Nord, le syndicat intercommunal à vocation multiple. Alors comment expliquer ce prix? Eh bien, dans le cadre de la semaine européenne des réductions des déchets, une délégation de la commune a pu se rendre au centre d'enfouissement et de stockage des déchets de Calagomène. Ils y ont constaté que la somme déboursée permet de financer en partie un meilleur traitement de leurs déchets. Un reportage de Prosper Poigou. Lorsqu'ils déposent leurs ordures à la déchetterie de Poum, ces jeunes n'imaginent pas toute la logistique qui entoure leur traitement. C'est ce qui a motivé la majorité d'entre eux à participer à cette visite du centre d'enfouissement et de stockage des déchets de Calagomène. Vous voyez, voilà les fagots que je vous disais. Les fagots qu'on fait, voilà, ceux qui sont à l'extrême gauche, c'est pour tout ce qui est canette aluminium. Et à droite, c'est tout ce qui est boîte de conserve. Donc ça sera revendu en ferraille et l'autre côté l'aluminium. La commune de Calagomène est l'une des seules communes à proposer un système de tri chez l'habitant. Ceux de Poum disposent ainsi de 3 couleurs de sacs poubelles, chacune servant pour le verre, l'aluminium et les boîtes de conserve. C'est une organisation pour trier, faire en sorte que les déchets soient traités en fonction de leur typologie. Donc derrière, c'est des moyens humains, des investissements que les communes doivent réaliser et qui se répercutent sur les prix du service. Les investissements, ce sont ces machines. Elles ont toutes un rôle bien précis. Celle-ci sert à fabriquer des briques de canettes en aluminium qui peuvent être recyclées. Les jeunes sont impressionnés. On a pu voir différents, par exemple, avec les boîtes tout à l'heure, comment c'était recyclé. On a pu voir aussi les voitures, c'était impressionnant du coup, la grosse carcasse qui transforme en vraiment tout petit, quoi. Alors les nouvelles acquisitions, les élus, on a vu tout à l'heure la presse à canettes, la presse VHU, le broyeur, tout ça, parce que nous sommes loin de tout. Et ce qui nous coûte le plus cher, ce sont les transports. Il y a les filières sur Nouméa, mais c'est Nouméa. Donc nous, dans le Nord, malheureusement, donc les élus ont décidé qu'on va traiter chez nous pour pouvoir rentabiliser le plus possible les voyages, pour pouvoir exporter après. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, ce sera la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. Alors, comment faire face à ces comportements? On en parle dans notre émission Bienvenue dans la bande. Après ce journal, bonne soirée à tous sur Calédonia.